Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le fondateur d'Hotelium, Mathieu Chavanel. Bonjour Mathieu. Bonjour Armelle. Alors Mathieu, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Écoute, j'ai toujours été très curieux enfant et je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de mes projets, ou en tout cas des sujets que j'ai entrepris, vient de cette curiosité. Donc j'ai toujours aimé travailler sur 1000 sujets, créer des créations et innovations. Donc je pense qu'effectivement, déjà jeune, j'avais effectivement quelques envies de création. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes lignes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? En gros, moi j'ai un parcours plutôt classique, école de commerce, finance. Je viens de l'ouest de Lyon et j'ai entrepris très jeune, notamment durant mes études. Donc j'ai monté une première boîte avec un copain qui était dans les formations online, qui a plutôt marché sur le principe, mais pas dans l'association. On y reviendra peut-être. Ensuite, j'ai recréé une autre société qui était sur le financement des opérations de chirurgie esthétique et dentaire, qui fonctionnait toute seule. Voilà. Et donc ensuite, j'ai commencé donc vraiment ma carrière par l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai fait un peu de M&A. D'ailleurs, où j'ai rencontré Corentin, que tu as interviewé sur ton podcast. Et la suite logique ou illogique qui était de je crée une entreprise, je fais un peu de conseil, était que je pars dans un fonds. Et j'ai voulu rejoindre un fonds venture parce que j'avais une appétence tech assez forte. Et donc du coup, j'ai postulé dans un fonds qui en fait était en train de revendre ses activités généralistes et tech et développer une practice plutôt hôtelière et immobilière. Et donc là, on est en 2010 ou 2011 et c'est le début d'Extendam. Et donc du coup, j'arrive à ce moment-là, effectivement, avec Jean-Marc Pallon et Bertrand Pules qui sont donc les fondateurs, pour commencer à l'investissement hôtelier. Et en fait, ils me proposent de les rejoindre soit de partir dans la partie tech, soit de les rejoindre dans les aventures hôtelières. Et donc, j'accepte, en fait, de les rejoindre dans cette partie-là. Et donc, je commence à faire l'investissement hôtelier. J'ai fait ça jusqu'en 2020 chez eux. Entre-temps, j'ai ouvert le bureau de Lyon. J'ai dû faire 80 opérations, donc, d'acquisition et d'investissement hôtelier. Voilà. Donc, super expérience. Une boîte qui passait de 1 hôtel à plus de 300 hôtels en 10-12 ans. Et en fait, en fin 2019, la suite logique, c'est tu passes partenaire, etc. Et en fait, j'avais envie la boîte allait dépasser le 1,5 milliard sous gestion. Et en fait, je voulais repartir sur une aventure un peu plus entrepreneuriale. Donc, je deal avec eux pour sortir des effectifs et de rester senior advisor du fonds. Et je crée ma structure en février 2020 dans l'hôtellerie avec le meilleur timing du monde parce qu'effectivement, Covid. Voilà, en me disant que je vais faire en fait des club deals et des opérations hôtelières. Et je fais ça donc pendant quelques temps et en cherchant de l'argent, je rencontre donc les équipes d'Hotelium et donc Pierre-Edouard Sterrin et donc c'est là où on décide finalement de s'associer en se disant on va développer un joli groupe qui deviendra Hotelium. Alors, du coup, j'invite tous nos auditeurs à écouter l'épisode avec Pierre-Edouard Sterrin qui était absolument passionnant à l'issue de la 4e saison, qui était consacrée au financement des startups dans le secteur du tourisme et des sports outdoor. Est-ce que tu peux justement nous présenter les spécificités d'Hotelium et en quoi vous vous différenciez finalement du reste de la masse des fonds d'investissement ? Alors, Hotelium, c'est l'activité hôtelière et effectivement, Hotelium, c'est le family office de Pierre-Edouard Sterrin, comme tu l'as précisé, qui a une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire parce qu'effectivement, il a une appétence à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat qui est assez dingue. Et en fait, c'est quelqu'un qui a les moyens d'un fonds d'investissement tout en ayant finalement la flexibilité et la créativité d'un business angel. Et finalement, la somme de ça fait pas mal d'étincelles. Donc, ton podcast résume assez bien ce qu'a fait Pierre-Edouard avec Hotelium. Et donc, du coup, Hotelium, c'est un peu une somme de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis arrivé avec des compétences d'investissement et de développement hôtelier. Pierre-Edouard avait de l'argent et une volonté de créer une grosse ambition. Et donc, du coup, on s'est associé avec l'idée, effectivement, de commencer ce groupe hôtelier qui a une particularité, c'est que nous, on est investisseurs, exploitants et concepteurs. Ce qui est pas toujours le cas, parce que soit tu as des investisseurs qui investissent dans l'hôtellerie, mais qui ne gèrent pas. Soit tu as des exploitants qui vont chercher de l'argent auprès d'investisseurs. Et nous, on pense qu'effectivement, pour créer le maximum de valeur, il faut qu'on verticalise tout ça. Et donc, du coup, qu'on ait un peu ce triptyque qui est donc, on a investi nos propres fonds propres. Alors, bien évidemment,
on lève de l'argent auprès des banques aussi. On gère en interne et on crée des concepts en interne. Ok. Alors, du coup, tu dirais quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis tes débuts et surtout comment t'as fait pour les dépasser? Alors, les grosses difficultés, quand j'ai créé ma société, par exemple, quand je suis sorti du fonds en 2019 et j'ai créé ma société en 2020, alors évidemment le Covid était une difficulté que je n'avais pas envisagée. Néanmoins, ça, on a quand même fait des belles opérations. Et en fait, en gros, t'es quelqu'un quand t'es un directeur d'investissement dans un gros fonds. Et en fait, le jour où tu crées ta société, tu redeviens un peu un no-name, malgré que t'es quand même finalement un bon track. Donc, t'es obligé de recréer. Et ça, je l'avais moins mesuré. Et donc, ça a été un peu dur sur cette période 2020-2021. Néanmoins, rétrospectivement, je pense que les meilleures opérations que j'ai faites sont sur cette période-là. Et donc, du coup, les difficultés, c'était effectivement quand tu recrées quelque chose, de penser qu'effectivement, tu arrives à t'appuyer sur ton background et sur l'expérience que tu as pu avoir par le passé. Mais quand tu recrées quelque chose, tu as un peu de facilité avec finalement ton expérience passée, mais tu remets quand même un peu d'huile de coude. Ah, ça fait des petites blessures à l'ego, tout ça, hein. Est-ce que tu as une définition du risque? Le risque fait partie inhérente de mon métier, parce qu'effectivement, quand tu es investisseur au départ, ton métier, c'est d'être pragmatique et de monitorer ton ratio risque-rendement. Donc, dit autrement, moins t'as de risque, moins t'as de rendement, plus t'as de risque, plus t'as de rendement. Pour moi, le risque, c'est effectivement cette limite à partir du moment où tu arrives à sortir de ta zone de confort, sans forcément arriver dans un modèle de casino. Et donc, du coup, d'aller créer, en fait, cette zone un peu grise où, en fait, t'es vraiment en dehors de ta zone de confort. C'est là où tu vas essayer d'aller créer le maximum de valeur sans passer le point de rupture où, en fait, finalement, la décision, le projet, la réussite ne t'appartient plus. Ok. Et toi, comment tu le vis, ce risque? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te paralyse? Quel est ton rapport? Moi, ça m'excite plutôt. Je trouve que, une vie sans risque est une vie un peu fade. Après, encore une fois, il faut bien l'appréhender. C'est-à-dire que tu prends pas le même risque jeune. Enfin, moi, quand j'ai créé mes premières entreprises jeunes, c'était zéro impact. J'étais chez mes parents. J'arrivais là aujourd'hui. Si tu recrées une entreprise de zéro, sur un métier, c'est-à-dire sur un secteur que tu ne connais pas, dans une industrie qui est compliquée, avec un risque très fort, alors que tu as une famille, un appart à payer, plein de trucs comme ça. Il faut savoir bien le mesurer, tu vois. Et justement, tu dirais que c'est quoi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie, d'une manière générale, et surtout, pourquoi est-ce que tu les as pris? Alors, le plus gros pour moi, c'était quitter cette position un peu confortable d'investisseur, futur partner dans un gros fonds d'investissement. Et c'est sûrement la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de réentreprendre et pour ce sentiment de liberté qui confère en fait l'entrepreneuriat et l'excitation qui va avec. Si tu regardes l'entièreté de ton parcours, est-ce que tu as commis une très grosse erreur et surtout, une fois de plus, qu'est-ce que tu retiens de cette erreur? Une grosse erreur que j'ai faite, c'était au tout début de mal m'associer. Mais ça, j'enfonce un peu une porte ouverte parce que je pense que 3/4 des gens que tu as dû interviewer ou autres doivent te le dire. Et donc, du coup, t'en retiens que effectivement, l'association est un vrai mariage et qu'il faut bien bosser ce sujet-là. Et surtout, il faut bien le baquer. Moi, par exemple, on s'était associés, mais on n'avait pas fait de pacte d'actionnaires. Et donc, du coup, en fait, toutes les décisions ou toutes les situations un peu complexes, on n'avait pas de mode d'emploi de comment les gérer et en fait c'est ce qui m'a fait sortir de ma première société. Ouais, je dis souvent s'associer c'est pire que le mariage et dans certains mariages on fait des contrats de mariage, là c'est la même chose en affaires. En fait, t'es le premier, figure-toi, à nous dire que c'est sa plus grosse erreur. Justement, tu dis qu'il faut finalement prévoir le divorce avant même qu'il ait lieu et quand c'est la lune de miel. Est-ce que tu as d'autres conseils peut-être pour soit détecter, soit prévenir une association qui pourrait être malheureuse? Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment... Quand on dit qu'il faut être complémentaire, c'est pas juste une théorie, c'est vraiment, faut arriver à trouver donc bien savoir s'analyser soi-même pour trouver ses forces et ses faiblesses et du coup pouvoir composer le puzzle avec une personne ou plusieurs personnes qui finalement t'aident là où ta zone d'excellence est moins bonne, quoi. Et donc ça, en fait, on a assez naturellement
on se dirige souvent vers les gens qui nous ressemblent, et dans l'association, il faut éviter un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut souvent aller plutôt vers quelqu'un qui effectivement est assez différent de soi pour finalement ça permettre de sommer plusieurs compétences et apporter de la survaleur à tout ça. Donc je pense qu'il faut passer beaucoup de temps avec les personnes avant vraiment de se dire on s'associe, parce que quand on lance un projet, on a toujours cette excitation d'un projet en disant c'est super, le marché marche bien, tout le monde nous dit que c'est super, et puis après t'as la réalité de l'entrepreneuriat qui te rattrape très très vite, où en fait 90% de ton temps c'est de gérer des problèmes. Donc je pense vraiment se faire déjà une rétrospective sur soi en disant c'est quoi mes points forts, mes points faibles, et trouver justement en face quelqu'un qui puisse y répondre. Passer beaucoup de temps avec la personne pour être sûr de s'aligner sur les valeurs et la vision, et donc se dire c'est quoi mon plan à 2, 3, 5, 10 ans, etc. Et déjà se dire si un jour on n'est pas d'accord ou sur si on a des difficultés, comment les gérer. Parce que ça te permet en fait d'avoir vraiment ton mode d'emploi d'association, et de te dire que si t'as un sujet, tu sauras comment le traiter et tu sauras te raccrocher à une branche. Parce que effectivement, tu l'as dit, on commence une relation en parlant de la pire des situations, comme dans un mariage où tu te maries, tu fais un contrat et tu dis qu'est-ce qui se passe le jour où on se sépare, alors que c'est pas censé être le cas. Mais je trouve que ça crée une certaine finalement paix d'esprit pour la suite, parce que tu dis voilà, j'ai traité les sujets et maintenant on peut se reconcentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ton énergie, ta motivation dans ces moments un peu touchy? Moi, je me dis que rien n'est jamais figé. Rien n'est jamais figé, et que donc du coup, quand un mauvais moment est là, il sera pas là ad vitam aeternam, et que ça va passer quoi. Donc je tiens un peu comme ça, en me disant un peu méthode Coué, en me disant ça va passer. Et je pars du principe que les choses se résolvent plus facilement quand on est optimiste. Et du coup, qu'on essaie de mettre un peu de sourire, ou en tout cas de l'optimisme dans tout ça, que finalement en se lamentant. Parce que concrètement, nous, on a vécu une période sur les quelques années précédentes qui était quand même assez compliquée dans le tourisme, dans l'industrie. Néanmoins, l'hôtellerie, en tout cas pour ma partie, a montré que c'était une industrie qui était ultra résiliente. Et je pense qu'on a vécu tous les crash tests qu'on pouvait vivre, quoi. Enfin, on a vécu le Covid étant un crash test énorme, on a vécu Airbnb, on a vécu les taux, on a vécu l'Ukraine, on a vécu les gilets jaunes. Enfin, vraiment, à mon avis, sur les 15 dernières années, tu pouvais pas faire pire en termes de crash test sur l'industrie. Et finalement, mes meilleures années sur l'hôtellerie, moi, c'était l'année dernière. 2020 était quand même une bonne année en termes d'investissement. Airbnb nous a permis d'apporter plein de bonnes choses à l'hôtellerie aussi. Donc voilà, moi, c'est ma façon de tenir. Parce que je me dis qu'au pire, si on se lamente, voilà, tu restes dans un coin et tu pleures, et donc rien n'avance. Donc voilà, il vaut mieux se dire que ça durera pas longtemps et que ça va passer. Quel est pour toi, à contrario, tes plus grandes satisfactions ou les accomplissements dont tu es particulièrement fier? Alors, au-delà de ma famille, vraiment, c'est d'avoir pris la décision de quitter ce fonds en 2019 et vraiment de créer ma structure et d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'a dit qu'il fallait, du coup, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait avant, qu'il fallait mélanger un optimisme constant et un réalisme raisonné. Alors, si je me souviens bien, parce qu'effectivement, il faut, de base, l'entrepreneur doit toujours être optimiste. Donc, même quand ça va mal, il faut que tu aies le sourire et tu serres les dents. Mais il faut pas non plus avoir des œillères. Et donc, du coup, être réaliste, dans certains cas, et se dire, en fait, voilà, je suis pas en train de jouer au casino, et s'il y a des décisions difficiles à prendre, il faut les prendre. Mais néanmoins, il faut toujours garder en tête que c'est une belle aventure, et que c'est une belle aventure en soi, quoi. Et ensuite, après, d'un point de vue très opérationnel, on m'a toujours dit privilégie les petites équipes. Et ça, j'essaye de m'y tenir, parce qu'on est beaucoup plus souple et flexible avec une petite équipe que, effectivement, avec une grosse machine, quoi. C'est quoi une petite équipe, du coup? Pour moi, une petite équipe, c'est des top guns à chaque poste clé. Il faut mieux passer beaucoup de temps à trouver un top gun pour chaque poste clé, effectivement, que multiplier 2-3 personnes sur des postes. Après, je pense que c'est aussi lié aux personnalités de chacun. Moi, je suis pas quelqu'un qui affectionne particulièrement de manager 200 personnes. Je préfère une équipe de petite taille, mais qui est extrêmement efficace, extrêmement agile, extrêmement flexible. Surtout dans mon industrie où finalement l'hôtellerie / l'immobilier, on est quand même beaucoup sur des sujets opportunistes. Et donc du coup, si t'es pas flexible, en fait, t'es mort et tu fais rien. Et quel est le conseil que toi tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale, par exemple? Le conseil que je lui donnerais, c'est déjà félicitations, parce que c'est sûrement la plus belle des aventures d'une vie, et vraiment bien s'associer. On dit toujours que l'équipe est la première des clés. D'ailleurs, je crois que Pierre Dor le disait aussi, mais tu peux avoir une très bonne équipe sans un très bon projet, l'inverse n'étant pas vrai, tu vois. Et donc du coup, vraiment trouver un associé et bien, effectivement, et bien s'aligner.
être optimiste et être réaliste. Je redonne exactement le même conseil. Comment tu vois les 10 prochaines années pour le secteur du tourisme? Alors, c'est effectivement une très bonne question. À mon sens, je pense que l'expérience va primer de plus en plus sur la qualité des lieux. Aujourd'hui, tu as énormément d'hôteliers super talentueux qui ont créé des très très beaux hôtels. Il y a des lieux sublimes qui sont sortis. Donc, je dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, avec un peu d'argent, tu peux vraiment créer un bel hôtel avec une belle déco. On a des archis d'intérieur qui sont fantastiques et qui savent créer des lieux aussi assez dingues. Et donc ça, c'est un peu le nice to have. C'est-à-dire que vraiment, créer un beau lieu, t'es obligé de le faire. Enfin, les lieux doivent être beaux. Et donc, du coup, l'hôtellerie, c'est pas que créer des lieux, c'est toute la surcouche que tu vas mettre sur ça. Et donc, du coup, c'est toute l'expérience que tu vas apporter dessus, tant dans le contact client. Donc ça, il faut effectivement qu'on s'améliore de plus en plus sur ça, que dans l'expérience en tant que telle, tu vois, sur ton lieu. Nous, par exemple, on travaille sur des sujets autour du sport. Typiquement, tu vois, le diable est dans le détail. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'hôtels dans lesquels je demande où est-ce que je pouvais aller courir autour de l'hôtel. Personne n'était capable de me recommander une piste pour aller courir. Et je me suis retrouvé dans des lieux assez bizarres parce que effectivement, on m'envoyait dans des champs de maïs, etc. Et donc ça, on va aller vers les expériences qui sont qui doivent être de plus en plus fines. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir un gap entre le luxe et l'économique. Parce qu'effectivement, l'économique est un marché qui marche extrêmement bien. Et le luxe est l'autre marché qui fonctionne aussi très très bien. Et donc ça, je pense que ça va avoir tendance à s'accentuer. Super intéressant comme approche. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Écoute, que rien n'est figé. Je suis désolé, je réutilise un peu de détection, mais c'est difficile de dire ça parce qu'en fait, comme mon point, c'est de dire que on est résilient et que quand ça va pas, ça va bien. Du coup, ce dont je suis sûr, c'est que effectivement, dans les périodes orageuses, à un moment, effectivement, les bonnes périodes reviennent. Donc ça, j'en fais mon mantra. Je suis certain que quand ça va pas, en fait, les choses vont redevenir dans le bon sens, quoi. Alors, est-ce que tu aurais un conseil, soit de livres, de documentaires, de films ou éventuellement de séries à regarder? Les livres que j'aime bien, mais je pense que t'as beaucoup de personnes qui te les ont déjà cités. Je pense que j'aime bien la biographie. Celle du fondateur de Nike, par exemple, est assez sympa. The Shoe Dog. Ouais, exactement. Il y a 2 livres que j'aime bien. C'est d'un point de vue très métier, c'est le Zero to One et Build, sur comment effectivement les méthodologies pour construire un beau produit. Voilà. Bien, et ce sera ma dernière question. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose? Quel est mon hôtel préféré, par exemple? Alors, fais-nous rêver. Alors, notre futur projet en Normandie sera sûrement mon hôtel préféré. Et non, sinon, il y a 2 marques que j'aime très beaucoup. C'est Aman qui a su créer une expérience folle, et Habitas. Et ensuite, il y a 2 expériences dont on s'inspire beaucoup. C'est l'UCPA qui, en fait, a permis de démocratiser le sport de façon impressionnante. Et donc, du coup, nous, on s'en inspire beaucoup sur nos expériences. Et le Club Med, alors qu'on n'aime pas les resorts, je trouve l'histoire des Trigano est quand même assez dingue. Et ils ont su créer, en fait, cette espèce de goodwill, d'immatériel, sur le fait d'être vraiment en vacances, qui est phénoménal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont arrivé à créer le fait que tu sois en charge mentale 0 dans un Club Med. Et ça, je trouve que c'est vraiment le vrai savoir-faire d'un hôtelier, ou en tout cas d'un lieu dans lequel tu peux passer des vacances, ou aller pour le travail, quoi. Pour moi, en tant que marketeuse, ce que je trouvais extrêmement fort dans le Club Med, c'est que ils ont réussi à créer un branding qui a une cohérence énorme avec l'expérience client et qui fait que, en fait, tu pars pas à Tignes ou à Opio ou en Grèce ou peu importe. Tu pars au Club Med et finalement, le lieu du Club Med devient un accessoire. Et ça, je trouve qu'en termes de marketing pur et dur, c'est hyper puissant et très très impressionnant. T'as complètement raison, et c'est vrai que cette capacité à créer des marques qui sont des évidences en termes d'expérience, c'est un peu le saint graal de ce qu'on peut faire, tu vois, nous sur ce qu'on peut essayer de faire sur l'hôtellerie. Citizen M est arrivé à le faire d'une certaine manière sur son approche. Fontenil a créé par exemple une petite niche aussi de façon extrêmement réussie. Thibaut Elzière sur Iconic House, pareil, il a craqué un peu ce modèle de la maison extrêmement haut de gamme. Sans être jamais dans l'hôtellerie, il est quand même arrivé avec cette approche marketée. Et donc, du coup, je trouve qu'effectivement, il y a même pour rebondir sur ta question sur les 10 prochaines années, je pense qu'effectivement, cette surreprésentation du marketing comme
sur des marques, sur des expériences qui deviennent des évidences dans leur secteur, je pense que vont être très forts. Ce qu'a fait le Ponant, par exemple, aussi, parce que le Ponant est sur une niche, mais du coup, qui fonctionne extrêmement bien. L'Orient Express, ils sont en train aussi de recraquer un peu le sujet. Ou Staycation. Staycation aussi, exactement, qui a créé sa propre expérience sur les dimanches soirs. Et donc ça, je trouve que c'est des sources d'inspiration qui sont assez fortes. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Chavanel, fondateur d'Hôtelium, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que plus il y a d'engagement, plus il y a de performance. Autrement dit, plus il y a de risques et plus il y a de rendement. Le tout est de bien appréhender et de bien gérer ce fameux risque. Le deuxième point, c'est que s'associer en affaires, c'est pire que le mariage. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est pendant la période de lune de miel qu'il faut anticiper le pire. Donc, passez beaucoup de temps avec votre futur associé pour être certain que la vision et surtout vos valeurs sont bien alignées et protégez-vous avec un pacte d'actionnaires solide. Le troisième point, c'est que quand c'est difficile, souvenez-vous de ce qu'Eric Thomas a dit. Pain is temporary. It may last for a minute or an hour or a day or even a year, but eventually it will subside and something else will take its place. Et enfin, le quatrième point, pour un maximum d'efficacité, privilégiez les petites équipes avec des top guns à chaque poste plutôt que des grosses équipes qui sont des paquebots lourds à piloter. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.